est présidente de France Alzheimer Seine-Saint-Denis, est très impliquée dans tous les problèmes de représentation des patients, des usagers dans les institutions de gestion de santé, quel que soit leur statut. Et Catherine Olivet a aussi l'immense avantage de connaître notre ex-aumônier Robert Fally, puisqu'elle était une paroissienne de Robert. Voilà. Donc, Catherine Olivet va nous donc donner deux grandes réflexions sur le regard du patient, de son entourage sur les relations qu'elle peut avoir avec les professionnels de tout poil, et d'autre part le regard porté sur les relations entre professionnels et éventuellement les conséquences que cela peut avoir. De vous emmener dans ce monde nouveau, qui a quand même été un monde nouveau, qui a été la consécration du droit des usagers. C'était un monde nouveau pour tout l'organisme soignant, je dirais, organisme. Pas assez près, pas assez fort. En principe, j'ai une voix qui porte bien. Oui, ça va? Bon. Alors voilà, il y a eu, juste pour vous poser le cadre des enjeux de cette Osons, l'alliance. Le premier enjeu, c'est l'alliance avec le patient lui-même. C'est la loi de mars 2002 sur le droit des usagers et c'est la loi HPST qui a consacré la représentation officielle et légale des usagers au sein des établissements sanitaires, quel que soit leur statut. Ça a posé le cadre d'une alliance indispensable et formalisée avec les patients. Après ça sont venues toutes les lois, alors je dis loi au sens plutôt général du terme, hein, alors recommandations des sociétés savantes, recommandations de l'HAS, de l'ANESM, de toutes les démarches de certification des hôpitaux, Madame la directrice, toutes les obligations légales, protocolaires, rédigées sur le papier, les obligations de traçabilité, c'est-à-dire tout ce poids papier, même si c'est souvent informatisé, tout ce poids papier de osons une alliance avec parfois le patient au cœur du processus, parfois le patient posé sur un cercle dans lequel sont les autres, enfin voilà. En tout cas, toujours est-il qu'on est rentré effectivement dans au fur et à mesure des années, dans une très grande, j'appelais ça, quand je suis paisible, une rigidité formaliste, quand je suis moins paisible, dans une rigidité cadavérique, qui borde sur le papier l'ensemble d'un certain nombre de démarches qui ont bien comme fonction et comme idée porteuse première l'intérêt du patient. Nul ne doute que sur le papier, la volonté est bien l'intérêt du patient. Est-ce qu'on en est arrivé à la capacité de osons écouter le patient? Osons écouter le patient, même si sur le papier ça doit se faire. Il est vrai que toutes ces lois, je redis lois, protocoles, recommandations, etc., sont arrivées, sans éducation pour aller avec, c'est-à-dire sans information de masse des usagers, de masse de notre système de santé, sans information et éclairage pour les professionnels de santé, de l'hôpital de ville, de spécialité ou généraliste, ou infirmières, ou etc., c'est-à-dire les acteurs de terrain. Et puis, c'est arrivé aussi à un moment où je pense que le politique n'avait pas encore mesuré l'explosion de l'accès aux informations extérieures que sont Internet, les sites de santé, les réseaux sociaux. C'est arrivé en même temps alors que ça n'avait pas été conçu comme arrivant en même temps. Ce qui fait que le savoir, comme vous le disiez
si bien, Bernard, le savoir, en même temps que le tout pouvoir était contesté, l'obligation légale sur le papier d'entrer en communication avec un patient qui jusqu'à présent était un patient silencieux, en même temps arrivait la contestation du savoir qui était, docteur, vous pouvez toujours me raconter ce que vous voulez, mais moi j'ai lu sur internet autre chose, et dans mon réseau social de Facebook d'amis, on m'a déjà dit que. D'accord, voilà. Donc tout ça a généré, je pense, une très grande complication supplémentaire pour que osons le partage, osons l'écoute de l'autre, osons travailler ensemble, s'est retrouvé instantanément plongé dans un chaudron bouillonnant d'interférences multiples que personne n'avait prévues. Ou tout au moins, que les décisionnaires n'avaient pas éventuellement voulu entendre. L'autre phénomène identique, et alors ma chère directrice de l'hôpital Bretonneau, hôpital de gérontologie, ne pourra que rigoler doucement quand je vais dire ce que je vais dire. L'autre détail qui était parfaitement connu aussi en termes de projection, mais qu'aucune structure soignante n'avait voulu voir, était le vieillissement de la population et le vieillissement généralisé de la population. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Mais quand toutes ces décisions et ces organisations formalistes se sont prises, on n'en parlait pas. Les médecins hospitaliers croyaient encore soigner des patients alors qu'ils n'avaient pas mesuré qu'ils soignaient déjà des vieux. Au jour d'aujourd'hui, dans tous les hôpitaux, hors des statistiques de maternité et pédiatrie, hein, si on sort la maternité et la pédiatrie, la moyenne d'âge en MCO, hein, en hôpital, en service de spécialité classique de base, la moyenne d'âge des hospitalisations de plus de 72 heures est supérieure à 70 ans. C'est-à-dire que tous les spécialistes hospitaliers soignent déjà des vieux, tous polypathologiques, et ils ne le savent pas. Ou certains ne souhaitent pas encore le savoir. Donc vous voyez qu'on est bien... De temps en temps, je prends ma voix d'hôtesse de l'air pour dire des vérités. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est un vrai bouleversement, c'est un vrai cataclysme, hein, pour des organisations. Voilà. J'ajouterais en plus qu'est arrivé conjointement, parce que tout ça s'est fait en très peu d'années, et donc c'est empilé comme regard, est arrivée la gestion entreprise de l'hôpital, c'est-à-dire une gestion gestionnaire, une gestion financière de l'hôpital, à la lumière aussi, il faut le dire, de deux contraintes: l'appauvrissement, le trou de la sécu, pour parler ça, dont les vieux qui ont des cheveux blancs comme moi entendent parler depuis très longtemps, mais enfin un trou qui était devenu abyssal. Et puis une autre contrainte, c'était, il faut le dire aussi, des dérives parfois ahurissantes de gestion financière de certains directeurs, hein, avec des directeurs d'hôpitaux qui se sont livrés comme les politiques à des emprunts toxiques. Tout le monde fait semblant de... Personne n'en parle, mais c'est la vérité. Hein. Mon département de Seine-Saint-Denis étant un département emblématique des emprunts toxiques, c'est un sujet que j'ai bien suivi, mais les hôpitaux en ont fait autant. Quelques directeurs d'hôpitaux complètement mégalos qui ont fait des reconstructions, des agrandissements, des bâtiments absolument ahurissants, d'immenses machins, navires,
amiraux, poussés en cela parfois par des chefs de service de spécialité totalement mégalos aussi. Alors, quand tu as un directeur mégalo avec un chef de service mégalo, emblématique et médiatisé, tu réunis Internet, le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, la une du 20h, enfin tu réunis un chaudron magique dans lequel le Osons l'Alliance n'a plus aucune place parce qu'on est en plein délire. Hein, des abus et des excès. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour vous planter le décor. Mon autre décor que j'aimerais vous planter très concrètement, c'est quand même mon témoignage dans la mesure où j'ai un gros arriéré. Je n'existe pas sur le terrain des hôpitaux que depuis la loi HPST, la représentation des usagers, tant il est vrai que certains directeurs d'hôpitaux avait, bien avant la loi HPST, pensé qu'en particulier dans le cadre des enfants et du vieillissement, on ne pouvait pas faire semblant d'ignorer que ces enfants et ces vieux avaient une famille. Que 9 fois sur 10, c'était la famille qui faisait vivre au quotidien l'enfant et le vieux malade. Et que donc cette famille devait avoir sa place et sa parole. Et donc, depuis longtemps, bien avant la loi HPST, les hôpitaux de gériatrie, en particulier les grands hôpitaux de la PHP, dont vous avez été une directrice emblématique à une époque, m'ont fait intervenir avec le titre de personne qualifiée, parce qu'il n'y avait pas de structuration officielle de la représentation, mais on pensait qu'avec ma casquette Alzheimer, maladie emblématique du cumul des vulnérabilités physiques, psychiques, décisionnelles, affectives, cognitives, familiales, c'était une magnifique pathologie pour servir de raisonnement, de raisonnement aux enjeux éthiques et du soin et de la vie d'un malade dans un parcours de vie et non pas pris au temps un et relâché sur le trottoir de l'hôpital au temps deux. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire que j'ai un certain recul. Depuis que la démocratie en santé a pris une place complète, officielle, voilà, revendiquée parfois avec les mêmes excès par certains, je me livre par exemple à des expérimentations absolument extraordinaires qui s'appellent l'audit observationnel. Donc j'ai toujours l'accord du directeur, je ne peux pas aller me promener comme ça où je veux, mais on a une grille d'analyse, on se tait et on se contente d'observer les choses en fonction d'une grille. Et je me dois de témoigner que par exemple sur un lieu emblématique dont les médias aiment beaucoup s'emparer, mais les médecins aussi, et les patients aussi, qui sont les urgences. J'ai fait beaucoup d'audits observationnels dans les urgences, puisque c'est une vraie délectation, et mon créneau horaire, c'est 9h du 21h minuit, parce que c'est l'heure où tout se vit, hein, vraiment. Et je me dois de témoigner que j'ai vu le meilleur et le pire, mais j'ai aussi vu le meilleur. J'ai vu une infirmière en janvier, un certain janvier accueillir un SDF avec des doigts de pied gelés. Une infirmière non seulement d'une humanité, mais de la juste place. Ni la virago autoritaire du dire, enfin mon bon monsieur, quand on est dans la rue et qu'on a des doigts de pied tout noirs, on doit faire quelque chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu adjudant-chef, un peu... ni dans la... il est pas vieux d'ailleurs, il était assez jeune, il a 40 ans, il est sale, il pue, etc. Je ne vais pas le toucher, je vais le mettre de côté. Vous voyez, un niveau de professionnalisme d'humanité admirable. À l'autre, c'était le même soir d'ailleurs, c'est ça qui m'a un peu interpellée. À l'autre extrémité, j'avais porte grande ouverte sur un couloir où tout le monde passait, une femme toute seule, abandonnée par ses auscultants indéterminés, en position gynécologique, tournée vers la porte grande ouverte. C'était le même soir, dans le même service des urgences. Accessoirement, coup de griffe, service des urgences, j'ai fait beaucoup d'audits observationnels dans les services d'urgence. Tous les urgentistes adorent vous présenter rodéo urgence, quoi.
hein, comme on voit à la télé, quoi, le feuilleton sur les urgences. Hein. Et moi qui fais du 9h minuit, qui est officiellement l'heure du rodéo des urgences, parce que tous les généralistes sont fermés, etc., j'ai découvert beaucoup d'urgences avec 0 minute d'attente. Mais ça, c'est juste, ça, c'est un petit message pour la directrice quand les urgences sont là à dire gna, gna, gna. Voilà, 0 minute d'urgence, et pourtant la femme en position gynécologique ne porte pas fermée. D'accord. Voilà, c'est un exemple du meilleur ou du pire. J'ai fait pour l'anecdote, mais ça c'est quand même drôlement important. J'ai vu une consultation avec une femme qui était là pour des douleurs abdominales, et cette femme, alors ce qui était le niveau d'anxiété, c'est qu'elle avait un enfant handicapé d'une 12aine d'années. Donc le mari était venu avec l'enfant handicapé qu'on ne pouvait pas faire seul. L'immense anxiété de cette femme, c'était son anxiété de mère. C'est pas pourquoi j'ai mal au ventre, c'est qu'est-ce qui va se passer pour mon enfant là qui est dans le couloir et qu'est-ce que ça va donner pour lui. Voilà, c'était une angoisse de mère. Et alors, pour tout vous dire, je vous jure que chaque mot que je vous dis est authentique. J'espère que vous me ferez la grâce de me croire. Elle était auscultée, cette femme, par une sublimissime, ravissante jeune interne. Et cette jeune interne, sublime, mais très belle, vraiment. Et elle le savait malheureusement qu'elle était très belle. Et donc elle consultait, blouse grande ouverte, sur un décolleté aussi sublimissime que son visage. Et je n'ai jamais vu arriver autant d'internes qui rentraient dans cette consultation sans se présenter, sans saluer la patiente, sans lui présenter leurs excuses pour lui dire voilà j'ai quelque chose, et qui venaient parler d'un sujet totalement ésotérique à la jeune interne présente et qui ne ressortait pas. Il y avait, alors c'est sûr qu'il y avait 0 minute d'attente aussi ce soir-là, mais en fait il y avait une concentration d'internes absolument admirable qui s'accumulait au fur et à mesure des minutes, mais pas un seul n'a répondu à la question de cette mère angoissée. Qu'est-ce que vous allez faire comme examen? Combien de temps vous allez me garder? Mon petit garçon dans le couloir est affolé. Voilà, ça c'est mon témoignage du meilleur et du pire. Et croyez bien qu'il est authentique de chaque mot, je vous en donne ma parole. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'aimerais aussi vous donner mon dernier témoignage authentique. Ce témoignage authentique, il est tout simplement qu'au mois de janvier, j'ai accompagné mon mari dans les 3 dernières semaines de sa vie. Il est mort le 29 janvier. Il souffrait d'une insuffisance respiratoire gravissime. C'était sa 2e décompensation. Et il savait, et je savais, que nous ne pourrions pas le sortir de cette aventure. Et je peux aussi vous témoigner au quotidien que j'y ai rencontré dans ces 3 dernières semaines, le meilleur et le pire. Du pire raisonnable, je vais avoir un peu d'amertume, c'est qu'il y a aussi longtemps que j'ai appris que l'égalité des citoyens, ça n'existait pas dans la santé. Et j'ai rencontré le pire raisonnable parce que mon mari n'était pas un patient lambda, il était le mari de Madame Olivet dans un hôpital où Madame Olivet était très identifiée. Il était donc ce que j'appellerais un malade pistonné. Où est l'équité? Vaste question. En tout cas, toujours est-il que j'ai rencontré l'infirmier se mettant accroupi pour se trouver sous le regard de mon mari, non pas le dominer du haut de sa stature, mais se mettre sous son regard de mourant, parce que c'était à ce moment-là la dernière heure de sa vie, sous son regard, accroupi au pied de son lit. Un geste, un moment d'une valeur humaine, d'une valeur de respect absolument extraordinaire. Et puis, j'ai vu une petite interne rentrer dans la chambre de mon mari, totalement lucide jusqu'à sa dernière heure, c'est le vrai mot. Hein, et rentrer en disant, Monsieur Olivet, je vous emmène pour un scanner. Mon mari lui répond très poliment, Mademoiselle, je vous ai déjà dit dès le départ que j'exigeais d'être informée, qu'on me dise pourquoi
on me faisait quelque chose. C'est pour voir si vous n'auriez pas des métastases au cerveau. Mon mari répond, elle dit, on vous emmène tout de suite, les brancardiers sont dans le couloir. Mon mari répond, m'avez-vous demandé mon avis? Réponse de l'interne. Vous ne vous rendez pas compte, monsieur Olivet, vous avez quand même de la chance de pouvoir avoir un scanner très vite. Voilà. Voilà le vrai. Voilà le vrai dans une relation humaine qui ne fait plus l'alliance. Qui veut la faire, qui sait comment la faire, qui sait que ça ne prend pas plus de temps de faire l'alliance, qu'on y gagne beaucoup de temps après quand on fait l'alliance, mais qui a perdu de vue que l'alliance était une vertu humaine et qu'aucun d'entre nous, même le plus grand professeur de service, n'est indépendant. Nous vivons tous dans une interdépendance. À ma connaissance, vous n'élevez pas votre vache dans votre jardin pour vous tailler votre beefsteak, et vous n'avez pas votre mouton pour vous filer votre laine et vous tricoter votre pullover. Nous sommes tous dans une société aujourd'hui totalement interdépendante et qui ne vivra que de la richesse de l'échange. Donc mes témoignages concrets me disent qu'il y a une marge de progrès. Mais c'est vrai aussi que ça dépend beaucoup des valeurs et des valeurs individuelles, qui ne sont pas obligatoirement des valeurs religieuses, qui sont des valeurs professionnelles, des valeurs déontologiques, des valeurs éthiques, des valeurs éventuellement philosophiques ou éventuellement des valeurs religieuses. Mais on voit bien qu'on est dans un conflit de valeurs. Et dans cette alliance, je voudrais juste pour terminer vous transmettre mes interrogations en termes de progrès, de ce qui devrait être des progrès, mais qui ne se traduisent pas par des progrès. Je citerai par exemple beaucoup de médecins de ville, comme de médecins hospitaliers, pensent qu'ils se sont rendus accessibles en donnant leur numéro de portable à leurs patients, ou tout au moins à leurs patients qu'ils souhaitent suivre avec plus d'attention, parce que c'est un cas complexe et terrible. Que me disent, moi, les usagers? C'est que leur médecin, au cours d'une consultation qui doit durer un quart d'heure maximum, parce que le temps est compté, ils sont interrompus 3 fois. On vient de sortir une étude, je crois. Alors, je ne suis pas une machine à études, moi, ce n'est pas ma fonction. J'emmagasine juste des grandes lignes, des symboles clés, pas obligatoirement des chiffres exacts. Je crois que le temps consacré au cours d'une consultation chronométrée, en moyenne, à l'écoute de ce que le patient a à dire, c'est 22 secondes. Ça fait mal d'entendre chronométrer, mesurer. Voilà. Ça avait été mesuré il y a quelques... Ça parle médecin. Ça avait été mesuré il y a pas très longtemps, il y a quelques années, pour les infirmières en gériatrie, qui s'adressaient, c'est-à-dire on s'adressait directement au patient dans son lit 1 minute par 24 heures. 1 minute par 24 heures, où on lui parlait à lui, et non pas à la 3e personne. Donc vous voyez, aujourd'hui, avec effectivement cette convivialité planétaire, grâce à Internet, où en est-on de cette écoute et de ce partage de l'écoute? Mon constat aussi, par exemple, vous savez, on a formalisé les transmissions. On a, Madame la directrice, les protocoles, les exigences de transmission ciblée, les exigences de la démarche de certification version 2014, traçabilité de tout, etc. Moi, qu'est-ce que je vois dans ma vraie vie d'observatrice silencieuse? Je vois des transmissions où 50% du personnel a déjà les mains sous la table et est déjà en train de faire ses SMS avec son portable. Se font comme ça les vraies transmissions dans la vraie vie. D'accord? Et puis les sortantes sont déjà avec leur SMS.
Avant, il n'y avait pas l'écran, l'informatique et la saisie informatique et la traçabilité. Mais il n'y avait pas le portable. Donc les gens s'écoutaient, se regardaient dans les yeux. Et quand on transmettait quelque chose, c'était en se regardant dans les yeux. Aujourd'hui, la moitié des yeux sont baissés, ils sont en train de faire des... Surtout qu'elles sont vachement douées. Moi, je suis obligée de ramener un peu. Je n'ai pas les pouces aussi déliés et efficaces. Et puis, elle se fiche de taper des fautes d'orthographe. Tandis que moi, taper une faute d'orthographe dans un SMS, ça me tétanise totalement. Donc, je ne peux pas faire avec... Voilà. Donc, mon interrogation, c'est modernité, outils modernes, collégialité. Quelle est l'écoute du médecin quand il a donné son téléphone portable? Moi, je leur dis, écoutez, non. Vous être proche d'un patient, c'est pas être interrompu 3 fois parce que vous avez donné votre portable. Donnez votre portable et réservez un créneau horaire. Et dites à votre patient, voilà, je me fais un peu de soucis pour le suivi, je voudrais avoir de vos nouvelles, donc s'il y a un problème, appelez-moi, entre telle heure et telle heure. Mais le patient qui est en consultation chez son cardiologue, qui est interrompu 4 fois, c'est invivable. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus de collaboration, il n'y a plus de possibilité de faire un échange pour éventuellement apporter au patient les étapes de l'éducation thérapeutique. Le TP, vous savez que c'est le maître mot maintenant. On doit éduquer. Alors quand je leur dis la moyenne d'âge, j'ai plus de 70 ans, tu vois, le vieux de 82 ans, il a vachement envie d'être éduqué. Rien que le mot, on sent que ça a été fait par des énarques. Et donc, ben oui, écoutez, il faut être sérieux, quoi. Parler d'éducation thérapeutique, déjà, un môme de 12 ans, maintenant, il n'aime pas l'école, donc le mot éducation, ça ne lui plaît pas. Mais à 80 ans, vous n'avez plus envie d'être éduqué, vous avez envie d'éventuellement apprendre. Vous pouvez être curieux d'apprendre. Vous n'avez pas envie d'être éduqué. Il y a le choix des mots, vous voyez, ça aussi, ça, c'est des choses qui me trouvent dans le choix des mots. Alors donc, voilà, quelle est la qualité des transmissions quand les outils de la modernité font qu'on ne se regarde plus dans les yeux? Je ne parle pas que de l'écran informatique, je parle bien de ce qui se passe sous la table. Quel est le niveau au jour d'aujourd'hui? Juste, c'est pas anecdotique, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai beaucoup investi aussi. Vous savez que dans les obligations réglementaires, les hôpitaux, quand il y a une plainte ou une réclamation, doivent organiser éventuellement une médiation. Dans cette médiation, ça peut être une médiation médicale, 5 minutes ou 2 minutes? 5, génial. J'ai l'air en face. Donc, on doit organiser une médiation. Dans cette médiation, c'est le patient qui dit qui il veut rencontrer. C'est peut-être le médiateur médical, médiateur non médical, ça peut être les deux. Ça peut être le médecin impliqué dans la prise en charge, mais ça peut être le chef de service, parce que vous savez que dans la loi, au bout du compte, c'est toujours le chef de service qui est responsable, et un représentant des usagers aux côtés de l'usager plaignant. J'en profite pour tendre le coup au mensonge intégral sur les patients deviennent de plus en plus procéduriers. C'est totalement faux. Vous savez que, alors que le nombre des consultations hospitalières a été multiplié par 3 à la PHP, en tout cas je connais les chiffres de la paix, multiplié par 3, aucune plainte supplémentaire, alors qu'il y a eu 3 fois plus de consultations. Ça se traite par centaines de milliers, enfin je sais pas, c'est des chiffres monstrueux. Hein. Voilà. Donc c'est pas vrai, il n'y a pas de judiciarisation, il y a la peur, ce qui est pas la même chose. Donc c'est cru de PC, et c'est vrai que tu vois des choses où tu vois bien que le grand pouvoir médical du grand patron n'a pas du tout disparu. Tu vois des cadres de santé, infirmières, qui se tortillent, ne sachant pas comment dire que la plainte du patient, elle est parfaitement justifiée, alors que le chef de service qui est là tranche et dit que ça n'est pas possible. Voilà. Vous voyez bien encore que la collégialité... Et je vais conclure sur ce mot de collégialité qui me préoccupe beaucoup sur le plan éthique, parce que la collégialité est devenue, je dirais, emblématique dans le cadre de tous ces travaux sur l'euthanasie. C'est là que le mot collégialité a explosé dans les médias.
je m'interroge énormément sur la valeur ajoutée de la collégialité. Les deux pièges à mes yeux, les deux pièges et les deux dangers de la collégialité, c'est que, au bout du compte, elle ne s'exprime pas parce que c'est quand même la parole médicale et du chef qui continue à dominer. Sur certains chefs dominants. Il y a des mâles dominants dans la nature et dans la nature humaine aussi. N'est-ce pas, mesdames? Donc, il y a le danger que cette collégialité soit biaisée par une autorité dominante qui ne laisse pas la place à la parole des autres. L'autre grand danger qui, à mon avis, est celui qui m'inquiète le plus, c'est une collégialité qui cherche l'unanimité et donc la déresponsabilisation. Une collégialité mal pensée va ouvrir la porte à un grand délire de « c'est pas moi, c'est l'autre » ou du « c'est pas moi, c'est nous ». Et donc où plus personne n'assumera en tant qu'homme et en tant que professionnel homme ses responsabilités d'homme.